Le jour où Ellas a déposé son rapport sur le bureau d'un commandant qui n'a même pas levé les yeux, il lui restait 200 € en poche et plus aucun toit pour dormir. Son chien attendait dehors, couché contre la porte. Il s'est redressé sans un bruit quand elle est sortie, et il l'a suivie comme s'il savait déjà que rien ne serait plus pareil. On lui a laissé, pour tout héritage, une coque rouillée amarrée à un quai que personne ne regardait plus, et les sourires moqueurs d'armateurs qui pariaient déjà sur son échec. Une épave et de la rouille, disait-on autour d'elle. Bon débarras. Mais sous ces tôles que personne ne voulait, son chien a flairé quelque chose qu'elle ne devinait pas encore. Et ce qu'elle a découvert au fond de la cale, dans le noir, a bouleversé le sens d'une existence entière. Pas seulement la sienne. Si vous avez déjà connu ce que c'est de rester droite quand tout vous pousse à céder, cette histoire vous est destinée. Regardez jusqu'au bout, abonnez-vous, et écrivez-moi en commentaire. Quelle est la chose qu'on n'a jamais pu vous arracher? Le rapport tenait sur 12 pages. Solène Rocher les avait relus 7 fois avant de le déposer sur le bureau de son commandant. Un matin d'août où le port de Brest sentait déjà le goudron chaud et le diesel des chalutiers en partance. Des marchés truqués, des factures gonflées de 30%, des inspections de sécurité signées sans avoir jamais eu lieu sur le terrain. Elle avait tout noté, tout daté, tout classé dans des intercalaires numérotés. C'était son métier depuis 9 ans. Vérifier que les choses étaient exactement ce qu'elles prétendaient être. Un bateau contrôlé conforme devait l'être vraiment. Une balise de sécurité déclarée en état de marche devait fonctionner le jour où quelqu'un en aurait besoin. Son commandant avait pris le dossier sans un mot, l'avait feuilleté 2 minutes devant elle, puis reposé sur le coin du bureau, avec la lenteur particulière des hommes qui savent déjà ce qu'ils vont faire du problème. Il l'avait remercié pour son sérieux. Il n'avait posé aucune question. 3 semaines plus tard, un mardi ordinaire, on lui demanda de vider son bureau avant midi. Le motif tenait en 2 mots sur la lettre officielle, tamponnée, signée d'une main qu'elle ne connaissait pas. Faute professionnelle. Personne ne rouvrit le rapport devant elle. Personne n'expliqua en quoi consistait la faute. Un huissier attendit près de la porte pendant qu'elle rangeait ses affaires dans un carton. Et le carton, elle s'en souviendrait longtemps, n'était pas très grand. 9 ans dans un carton de 30 cm de côté. Elle marcha jusqu'à sa voiture sans croiser un seul regard de ses anciens collègues. Certains avaient dû détourner le leur exprès. D'autres, sans doute, ne savaient déjà plus rien de l'affaire. Les nouvelles allaient vite et se dissolvaient plus vite encore, dans une administration où la prudence rendait tout le monde amnésique par principe. Le dîner chez ses parents eut lieu le dimanche suivant, comme chaque mois depuis toujours, dans la même maison de Lambézélec où elle avait grandi, avec la même horloge qui retardait de 7 minutes sur le buffet de la salle à manger. Son père, ancien second sur les cargos de la compagnie, découpait son poulet avec la précision méthodique d'un homme qui avait longtemps mangé debout, entre 2 quarts, sans jamais gaspiller un geste. Il ne leva pas les yeux de son assiette pour lui dire ce qu'il pensait de son licenciement. « T'aurais dû fermer les yeux comme tout le monde. On n'est pas payé pour avoir raison, Solène. On est payé pour tenir. » Elle reposa sa fourchette. Le bruit du métal contre la porcelaine fut le seul commentaire qu'elle laissa. Sa mère tenta bien de rattraper la soirée en parlant du jardin, du temps qu'il ferait la semaine suivante. Mais Solène se leva, prit son manteau accroché près de la porte et sortit sans un mot, pendant que sa mère répétait son prénom dans le couloir. 2 fois, 3 fois, comme on rappelle un chien qui s'éloigne trop et qu'on sait déjà ne pas pouvoir retenir. Elle avait un chien, justement. Cap, un épagnol breton à la robe marron et blanche, ramassé blessé sur son dernier poste, après une opération de sauvetage en mer, où un patron pêcheur avait perdu la vie et où personne, dans l'agitation qui avait suivi, n'avait voulu s'occuper d'un animal terrorisé, récupéré sur le pont. Elle l'avait pris sans réfléchir, l'avait soigné sans en parler à personne, et il dormait maintenant au pied du lit d'une chambre d'hôtel bon marché, près de la gare de Brest, les pattes agitées de rêves qu'elle ne connaîtrait jamais. 200 € en poche, après avoir soldé ses dernières dettes de carte bleue et rendu les clés de son appartement de fonction. Un chien, un sac de vêtements plié trop vite, et plus rien qui ressemble à un plan. Les jours suivants se ressemblèrent. Elle marchait le long des quais le matin, faute d'avoir un endroit où aller, Cap trottinant devant elle au bout de sa laisse, reniflant chaque poteau, chaque casier vide,
chaque bout de filet abandonné. Elle regardait les bateaux partir à l'aube et rentrer en fin d'après-midi, avec cette sensation étrange de quelqu'un qui avait passé 9 ans à surveiller la mer et se retrouvait soudain de l'autre côté de la vitre, simple passante sur un quai qui n'était plus le sien. La chambre d'hôtel n'avait rien pour elle d'accueillant. Un papier peint défraîchi, une fenêtre qui donnait sur un parking, un couloir qui sentait toujours un peu le tabac froid, malgré l'interdiction affichée sur chaque porte. Elle y comptait ses économies chaque soir, sur le rebord du lit, redistribuant mentalement les 50 ou 60 euros qu'il lui restait entre la nourriture de Cap et la sienne, sans jamais céder à la panique qui aurait été, pourtant, une réaction raisonnable. Elle avait appris, au fil de sa carrière, à ne jamais laisser la peur décider à sa place. C'était peut-être, songeait-elle certains soirs, la seule chose que son métier lui avait vraiment laissée. Elle évitait les appels de son ancien service, ceux de collègues qui, prudemment, sans jamais s'engager, lui proposèrent parfois un café pour prendre de ses nouvelles, avec cette gêne particulière des gens qui craignent d'être associés à une affaire qui sent encore le soufre. Elle déclinait systématiquement. Elle n'avait pas besoin de commisération. Elle avait besoin d'un endroit où poser son sac. Et Cap, lui, avait simplement besoin d'elle, sans condition. Ce qui suffisait à rendre les soirées supportables. C'est en marchant sans but précis, un matin de fin septembre où le ciel avait la couleur d'une coque avant peinture, qu'elle vit l'affichette. Jaunie punaisait de travers sur le panneau d'annonce d'un petit port qu'elle ne connaissait pas encore, à 1 heure de route de Brest, entre une offre de casiers à homards et un avis de réunion de coopérative maritime. Vente aux enchères. Épave flottante. La grise. Bateau-phare désarmé. Mise à prix, 1 euro. Elle resta longtemps devant ce papier, plus longtemps qu'elle n'aurait su l'expliquer. Cap tirait sur sa laisse, impatient de repartir, et elle ne le sentait pas. La salle des ventes se trouvait au-dessus de la capitainerie de Port-Créane, une pièce basse qui sentait la peinture marine et le café refroidi dans des gobelets en carton. Une dizaine d'armateurs et de curieux s'y étaient déplacés, plus par habitude du dimanche que par intérêt réel. Personne ne voulait vraiment de cette épave rouillée qui prenait la place à quai depuis des années, sans que personne ne sache trop qu'en faire. Un homme en polaire technique plaisanta à voix haute sur « le tas de rouille de l'écadre », et 2 autres rirent avec lui. Quand Solène leva la main pour la première fois, quelqu'un ricana au fond de la salle. Quand elle la leva une seconde fois, à 200 euros, plus personne ne ricanait, mais personne ne surenchérit non plus. Le commissaire-priseur, un homme fatigué qui n'avait manifestement pas prévu de passer plus de 5 minutes sur ce lot, abattit son marteau sans grande cérémonie. Adjugé. La grise appartient à mademoiselle. Un silence suivit, presque gêné, comme si toute la salle réalisait en même temps qu'une inconnue venait d'acheter, pour le prix d'un plein d'essence, une épave que personne d'autre n'avait voulu. Solène signa les papiers d'une main qui ne tremblait pas, alors que tout en elle tremblait. Le premier matin sur la grise ne ressembla à aucune image qu'elle s'en était faite. 3 centimètres d'eau stagnaient dans le fond de la cale, une eau noire, immobile, où flottaient des copeaux de rouille et un bout de corde pourrie. L'odeur montait par l'écoutille dès qu'on l'ouvrait, un mélange de mazout ancien, de fer oxydé et de bois humide. Une odeur qui s'accrochait aux vêtements et ne les quittait plus vraiment, même après plusieurs lavages. Les hublots du carré avaient été condamnés au contreplaqué des années plus tôt, si bien que la lumière n'entrait dans le bateau qu'en lames minces, découpées par les fentes du bois, dansant sur les cloisons chaque fois qu'un nuage passait dehors. Solène descendit avec une lampe torche, un carnet et un mètre ruban, comme elle l'aurait fait pour n'importe quelle inspection officielle. Vieux réflexe d'officière des affaires maritimes. Elle dressa l'inventaire poste par poste, compartiment par compartiment, sans se laisser distraire par le découragement que le décor aurait dû, logiquement, lui inspirer. Elle nota l'état des cloisons, la profondeur de l'eau, les zones où le métal sonnait creux sous ses coups de marteau. Les tôles du pont supérieur, elles, sonnaient plein. La charpente tenait. Un bateau pouvait mourir de rouille en surface et rester sain dans les os, comme un vieux marin dont la peau se ride sans que le cœur cède. Celui-ci, visiblement, avait encore des os solides. Cap, pendant ce temps, avait choisi son propre inventaire. Il tournait depuis 1 heure autour d'une cloison, dans le compartiment avant, grattant le bois à petits coups précis, s'asseyant,
la tête penchée, puis recommençant. Solène le rappela 2 fois, d'abord doucement, puis d'une voix plus ferme. Cap, viens. Rien. Le chien fixait la cloison avec une attention qu'aucun ordre n'entamait, les oreilles rabattues en arrière, le corps entier tendu vers ce point précis du bois. Elle finit par remonter sur le pont, un peu agacée, pour prendre l'air et laisser retomber sa frustration. C'est là qu'elle remarqua un homme, immobile sur le quai, qui observait la scène depuis un moment sans se manifester. Grand, voûté, des mains qui semblaient nouées comme des cordages usés par des années de filets tirés à la force des bras. Il portait un ciré passé par les intempéries et une casquette dont la visière avait perdu sa forme depuis longtemps. « Ce chien sent quelque chose que vous ne sentez pas encore, » dit-il sans se présenter, sans même la saluer d'abord, comme s'il poursuivait une conversation entamée bien avant qu'elle n'arrive. Solène ne sut que répondre. L'homme ne semblait pas attendre de réponse. Il tourna les talons et s'éloigna vers son propre bateau, un chalutier bleu marine amarré 3 emplacements plus loin, la laissant seule avec cette phrase et l'écho du grattage, en bas, qui n'avait pas cessé un instant. Vers midi, une femme d'une 60aine d'années, propriétaire du café du port, traversa le quai avec 2 gobelets de café fumant et en tendit un à Solène sans lui demander son avis. Comme on offre quelque chose à quelqu'un qui, de toute évidence, en a besoin sans oser le demander. « Vous êtes la nouvelle de l'épave, dit-elle. Pas vraiment une question. On en parle déjà au comptoir. Certains disent qu'en moi que vous êtes folle. D'autres disent qu'on fera que vous avez plus de cran que la moitié des hommes du port. Et vous, vous en pensez quoi ?» La femme haussa les épaules, un sourire au coin des lèvres. « Je pense qu'un café chaud ne fait jamais de mal, quoi qu'on pense par ailleurs. » Elle repartit sans laisser à Solène le temps de la remercier vraiment. Et ce petit geste, ce gobelet de café fumant dans le froid du matin, resta gravé plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru possible. Le reste de la journée se passa en nettoyage, en pompage à la main de l'eau de cale, en tentative infructueuse pour comprendre le circuit électrique d'un bateau qui n'avait pas connu de courant depuis des décennies. Le soir, épuisée, les mains couvertes d'ampoules naissantes, elle s'assit sur le pont avec Cap et regarda le soleil disparaître derrière les grues du chantier naval, teintant l'eau du bassin d'un orange sale qui n'avait rien de carte postale et lui parut, pourtant, magnifique. La nuit tomba tôt sur le port, comme elle tombe toujours en Bretagne à cette saison, sans transition, d'un coup. Le vent se leva avec elle, un vent de fin de septembre qui faisait gémir la coque dans toute sa longueur, un grincement long et sourd, comme une plainte ancienne remontée du fond des cales. Solène s'installa dans l'une des cabines, sur un matelas de fortune posé à même le sol, Cap roulé en boule contre son flanc. Elle n'arriva pas à dormir tout de suite. Chaque bruit du métal la tenait éveillée, chaque craquement du bois lui semblait porteur d'un sens qu'elle ne déchiffrait pas encore, comme un message chiffré dont elle n'aurait pas la clé. Mais pour la première fois depuis des semaines, allongée dans le noir d'un bateau qui n'appartenait qu'à elle, entourée de rouille et d'incertitude, elle n'eut pas peur. C'était peu de choses, une absence plutôt qu'une présence. Elle s'endormit dessus comme sur un radeau. Elle résista 3 jours avant de céder. Cap n'avait rien lâché de son obstination, revenant chaque matin vers la même cloison du compartiment avant, grattant, s'asseyant, recommençant, comme s'il tenait un poste de garde que personne ne lui avait confié. Le 3e soir, alors qu'elle passait pour la 100e fois devant lui avec une serpillière, il leva vers elle un regard si insistant qu'elle finit par se dire qu'un officier des affaires maritimes ne devait pas ignorer un signal simplement parce qu'il venait d'un chien plutôt que d'un instrument de mesure. Elle prit une pince monille, un tournevis plat et une lampe frontale, et attaqua le bois vermoulu de la cloison. Il céda plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé, en larges lambeaux spongieux, révélant derrière lui un réduit qu'elle n'avait pas repéré sur son plan improvisé du bateau. Un espace à moitié inondé où l'eau était noire et parfaitement immobile depuis, sans doute, des décennies. Elle hésita une seconde, puis plongea les bras jusqu'aux épaules dans ce froid stagnant, tâtonnant sur le fond couvert de vases et de débris. Ses doigts heurtèrent un angle dur, régulier, différent du chaos ambiant. Elle tira. Une résistance, puis un déplacement, puis une cassette métallique remonta lentement vers la surface, plus lourde que prévu, ruisselante, soudée sur tous ses bords, frappée sur le couvercle d'une encre gravée
et d'une date qu'elle dut essuyer avec sa manche pour la déchiffrer entièrement. Juillet 1943. Elle la posa sur le pont, trempée jusqu'au coude, frissonnante, le cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait admis devant témoin. Il lui fallut une lampe frontale, un tournevis, une pince et une bonne heure de patience pour forcer la soudure sans détruire ce qu'elle protégeait à l'intérieur. Cap, assis à 1 mètre, ne la quittait pas des yeux, comme s'il attendait lui aussi de savoir ce que valait sa persévérance. À l'intérieur de la cassette, 6 cahiers d'écoliers enveloppés serrés dans de la toile cirée, parfaitement secs, parfaitement lisibles, malgré les décennies passées dans ce réduit humide. Une écriture serrée, penchée vers la droite, tenue par une main qui semblait n'avoir jamais tremblé, même dans les pires conditions. Sur la première page du premier cahier, un nom, souligné 2 fois, Capitaine Joseph Lescadres. Elle lut jusqu'au milieu de la nuit, assise en tailleur sur le pont malgré le froid, Cap couché contre sa jambe, la lampe posée en équilibre sur son genou. Les carnets n'étaient pas un journal de bord ordinaire fait de relevés météo et de position. Lescadres y consignaient, page après page, dessin après dessin, une méthode qu'il avait mis des années à perfectionner. La salaison et la maturation des sardines directement à bord du bateau, en utilisant l'eau de mer filtrée à travers plusieurs épaisseurs de toile, et le sel de Guérande dosé avec une précision presque scientifique. Il notait les échecs autant que les réussites, les fournées ratées faute de température stable, les ajustements successifs sur la durée de maturation. Un procédé qui semblait s'être arrêté net avec la réquisition du bateau, en 1943, une technique disparue avec l'homme qui l'avait inventée, faute d'avoir jamais été transmise à personne. Certains passages laissèrent deviner autre chose, en filigrane. La solitude d'un homme embarqué loin de sa famille, l'inquiétude constante des années de guerre, une fierté discrète chaque fois qu'une fournée réussissait mieux que la précédente. Lescadres n'étaient pas un symbole. C'était un homme, avec ses doutes couchés au fil des pages et son obsession pour un geste qu'il voulait juste. Un passage du 4e cahier daté de l'hiver 1942 retint particulièrement l'attention de Solène. Lescadres y racontaient une nuit où 3 familles du port, privées de tout par les restrictions, étaient venues frapper discrètement à sa coque, à la nuit tombée, sans oser demander directement de l'aide. Il avait ouvert sa cale, distribué ce qu'il avait, sans rien noter d'autre dans la comptabilité officielle du bateau. « On ne nourrit pas les gens pour qu'ils s'en souviennent », avait-il écrit ce soir-là. « On les nourrit parce que le contraire n'est pas envisageable. Pour qui a grandi sur cette mer ?» Plus loin, dans le même cahier, il évoquait la peur constante des contrôles, la nécessité de cacher une partie de sa production, l'angoisse sourde de voir son bateau réquisitionné du jour au lendemain, comme cela finit par arriver l'année suivante. Il n'écrivait jamais de grandes phrases sur le courage ou le sacrifice. Il décrivait des gestes, une jarre déplacée, une porte fermée à temps, un regard échangé avec un voisin qui n'en dirait jamais rien à personne. Le dernier paragraphe du dernier cahier tenait en une phrase, tracée d'une écriture plus tremblante que les autres, comme rédigée dans l'urgence, peut-être juste avant que le bateau ne lui soit retiré. Si quelqu'un lit ces lignes, que ce soit pour faire vivre, pas pour collectionner. Solène referma le cahier avec précaution, les doigts encore un peu engourdis par le froid de l'eau. Dehors, le vent était tombé. Le silence sur le port avait cette qualité particulière des nuits où quelque chose vient de changer sans que rien, à l'œil, n'en porte encore la trace visible. Elle resta longtemps ainsi, à regarder les 6 cahiers alignés devant elle, sans savoir encore ce qu'elle allait en faire, sentant seulement qu'elle ne pourrait plus les ignorer. Le lendemain matin, une Mercedes noire, lustrée, incongrue sur ce quai de goudron et de casiers empilés, se gara juste en face de la grise. L'homme qui en descendit portait des souliers cirés, absurdement propres sur les planches mouillées du quai, et un manteau de laine trop élégant pour ce décor de goudron et de filets rapiécés. Il traversa le quai à pas mesurés, sans se soucier des flaques, comme si elles allaient s'écarter d'elles-mêmes devant lui. Il se présenta d'une poignée de main ferme. Grégoire Fontaine, promoteur, 52 ans. Il n'eut besoin que de 3 phrases pour exposer son offre, debout au pied de la passerelle, sans même demander à monter à bord. Racheter la grise et son emplacement à quai, pour en faire, dit-il avec un sourire mesuré,
une expérience hôtelière haut de gamme, en accord avec le patrimoine du lieu. Le chiffre qu'il cita, énoncé sans emphase particulière, représentait 10 fois ce que Solène avait payé pour l'épave. Elle refusa. Pas de discours, pas d'explication détaillée. Un mot, sec, suivi du silence. Fontaine ne se départit pas de son sourire, ce sourire qui ne montait jamais tout à fait jusqu'aux yeux, comme s'il restait en permanence une opération commerciale calculée derrière l'amabilité de façade. Il rangea le chéquier qu'il avait sorti de sa poche intérieure avec le geste précis d'un homme habitué à ranger les choses pour plus tard, jamais pour de bon. Réfléchissez, mademoiselle Rocher. Les hivers sont longs, en Finistère. Il connaissait déjà son nom. Elle nota le détail sans rien laisser paraître. Il repartit sans se retourner, remonta dans sa voiture, et la Mercedes s'éloigna sur le quai, silencieuse comme elle était venue. Solène resta un moment immobile, la main posée sur le bastingage rouillé de son bateau, comme pour s'assurer qu'il était toujours bien là, que rien de tout cela n'avait déjà commencé à lui échapper. Ce fut Yann Corr. Elle apprit enfin son nom ce jour-là, prononcé par un pêcheur voisin qui l'appelait pour l'aider à décharger des casiers, qui lui expliqua plus tard dans l'après-midi, appuyé contre le bastingage de son propre chalutier, une cigarette roulée coincée entre deux doigts noueux. Fontaine rachetait méthodiquement toute la rive nord du port depuis 18 mois, terrain par terrain, hangar par hangar, profitant des successions difficiles et des retraites sans repreneur. Une marina de luxe était prévue, avec des pontons neufs, des commerces au rez-de-chaussée, un projet présenté aux élus comme une renaissance économique pour toute la commune. Il avait déjà, précisa Yann sans détour, le soutien du capitaine de port, René Laborde, un homme qui devait sa tranquillité administrative à ceux qui pouvaient, d'un mot, la lui retirer. « Et vous ?» demanda Solène. « Vous en pensez quoi de cette marina ?» Yann tira une longue bouffée avant de répondre, les yeux fixés sur l'eau grise du bassin. « Je pense qu'un port qui vend son âme finit par ne plus sentir la mer, juste l'argent. » « Et Laborde dans tout ça ?» demanda-t-elle. « Il n'a pas l'air du genre à se laisser acheter facilement. » Yann eut un rire bref, sans joie. « Personne ne l'achète. On le tient, c'est différent. Sa fille travaille dans une agence immobilière que Fontaine finance à moitié. Laborde n'a jamais rien demandé, mais il sait très bien ce qu'il perdrait à dire non. » Ce détail resta dans l'esprit de Solène plus longtemps que le reste. Un homme qui ne se battait pas par conviction mais par prudence lui semblait, d'une certaine façon, plus dangereux qu'un adversaire déclaré. On ne savait jamais jusqu'où la prudence pouvait le pousser, ni où elle s'arrêterait. Solène lui parla alors des carnets, sans trop savoir pourquoi elle se confiait aussi vite à cet inconnu bourru qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Yann se tut longtemps, si longtemps qu'elle crut qu'il n'avait pas entendu, ou qu'il jugeait la chose sans intérêt. « Mon grand-père connaissait les cadres, dit-il enfin, la voix un peu plus basse. Il disait que ses sardines, c'était la mer en boîte. Il ne développa pas davantage, rentra chez lui d'un pas lourd, laissant Solène avec cette phrase qui tournait dans sa tête comme une clé qu'elle n'avait pas encore su où placer. Ce soir-là, quand la Mercedes de Fontaine repassa au loin sur le quai, sans même s'approcher cette fois, simplement visible à travers le pare-brise, Cap se leva d'un bond et grogna, un grondement bas, continu, les oreilles couchées, le poil légèrement hérissé sur l'échine. Solène posa la main sur son dos pour le calmer, mais elle nota la réaction sans un mot, et la garda pour elle, comme on garde un avertissement qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à entendre. L'inspection officielle eut lieu un mardi matin, mandatée par la capitainerie sur ordre exprès de Laborde, qui invoqua un principe de précaution que personne, jusque-là, n'avait jugé urgent d'appliquer à cette épave oubliée depuis des années. Un expert en combinaison propre, mallette d'instruments à la main, grimpa dans la cale avec un marteau à sonder et un carnet de rapports officiels. Il travailla une demi-heure, tapant méthodiquement sur chaque membrure, notant, hochant la tête sans un mot, pendant que Solène l'observait depuis l'écoutille. Les bras croisés, le ventre noué. Le verdict, énoncé sans détour particulier, ne laissait aucune place à la négociation. 3 membrures de la coque présentaient une corrosion critique, susceptible de compromettre la tenue générale de la structure. Mise en demeure officielle, remise en main propre. 14 000 € de réparation à effectuer sous contrôle homologué, ou procédure de démantèlement engagée dans un délai de 60 jours. Solène fit les comptes le soir même,
seule dans le carré, sur une feuille de papier posée à la lueur d'une lampe à pile. Elle aligna les chiffres, les vérifia 2 fois, comme si une erreur d'addition avait pu changer quoi que ce soit à la réalité. Elle avait 43 € sur son compte et un salaire de manutentionnaire à la criée qui ne rentrerait pas avant la fin du mois. Elle appela sa mère par réflexe plus que par réel espoir d'obtenir de l'aide. La conversation fut courte, froide, ponctuée de silences que sa mère ne cherchait même pas à combler. « Vent, Solène, rentre. Ce bateau ne t'apportera rien de bon, tu le sais bien. » Elle raccrocha sans répondre, le téléphone encore chaud contre son oreille, et resta un moment assise sur le lit de la cabine, Cap posant sa tête sur son genou, comme s'il avait deviné, à la tension de sa voix, que quelque chose venait de se refermer un peu plus. Cette nuit-là, elle chercha des artisans, des devis, des prêts, une porte après l'autre, jusqu'à ce que les chiffres du téléphone dansent devant ses yeux fatigués. Chaque porte se referma, l'une après l'autre, avec une régularité presque mécanique. La Banque de Brest refusa, poliment, catégoriquement, invoquant l'absence de garantie et l'irrégularité de ses revenus actuels. L'artisan naval qu'elle réussit enfin à joindre, après plusieurs appels sans réponse, demanda 50% d'avance avant même de se déplacer, une somme qu'elle n'avait pas et n'aurait pas avant longtemps, à ce rythme. Vers 4 heures du matin, assise sur le pont dans le froid, une couverture sur les épaules, Cap endormie contre elle, elle prit sa décision, non pas dans un élan de courage soudain, mais avec la froideur méthodique qui la caractérisait depuis toujours. Elle ferait les réparations elle-même, la nuit, après avoir trouvé un emploi de jour sur le port, n'importe lequel, pour financer le matériel au fur et à mesure. Ce n'était pas un plan raisonnable, elle le savait. C'était le seul qui lui restait. Le lendemain, elle décrocha un poste de manutentionnaire à la criée, port de charge et déchargement des caisses, sans faire valoir aucune de ses anciennes qualifications, qui n'auraient de toute façon servi à rien face à un patron pressé de trouver des bras. Le travail était brutal, répétitif, glacé dès l'aube. Elle portait des caisses de 20 kilos jusqu'à ce que ses avant-bras tremblent, trempés par les paquets de mer qui débordèrent sans cesse sur le quai de débarquement. Les autres manutentionnaires, des hommes pour la plupart, l'observèrent d'abord avec méfiance, se demandant tout haut combien de temps tiendrait cette ancienne fonctionnaire aux mains encore trop propres. Elle ne répondit jamais à leurs remarques, se contentant de porter une caisse de plus qu'on ne lui en demandait, jusqu'à ce que la méfiance cède, peu à peu, à une forme de respect bourru qu'on ne formulait jamais à voix haute mais qu'on manifestait autrement, en lui gardant une place au chaud près du poêle pendant la pause ou en glissant un poisson invendu dans son sac en fin de service. Le soir, avant de descendre dans la cale pour souder, elle passait toujours par le bateau de Yann, qui la regardait arriver avec un café déjà servi sur le pont, sans un mot d'accueil particulier, comme si cette habitude avait toujours existé entre eux. Le soir même, Yann Corr descendit sur le quai avec une vieille caisse à outils en bois, qu'il posa devant elle sans un mot d'introduction, sans même s'arrêter vraiment dans sa marche. Le métal des outils était piqué de rouille par endroits, mais chaque pièce était complète, huilée avec soin, prête à servir. Pince, lime, un poste à souder ancien mais fonctionnel, des électrodes rangées par calibre. « C'était à mon père, dit-il simplement, avant de repartir vers son propre bateau. » Solène resta un long moment devant cette caisse ouverte, comprenant qu'on venait de lui offrir bien plus qu'un jeu d'outils rouillé. C'était une confiance qu'elle n'avait rien fait encore, pour mériter tout à fait. Les semaines suivantes s'organisèrent donc selon un rythme épuisant que Solène ne montra à personne. Le jour, elle chargeait des caisses de poissons à la criée, les mains gercées par le sel et le froid. La nuit, dès que le port se vidait de ses derniers promeneurs, elle descendait dans la cale de la Grise, enfilait une combinaison étanche rapiécée et travaillait à la lueur d'une baladeuse suspendue à un crochet, meulant, soudant, remplaçant les tôles les plus atteintes une à une, en suivant scrupuleusement les indications que Yann lui avait griffonnées sur un carnet. À la 3e semaine de ce régime, elle avait pris l'habitude de forcer un peu plus chaque nuit, un panneau de plus, une membrure de plus, parce que le compte à rebours ne s'arrêtait pas pour attendre qu'elle dorme. Cette nuit-là, elle soudait seule dans la cale, dans une eau qui n'était descendue nulle part en dessous de 7 degrés, la combinaison mal ajustée laissant filtrer un froid qui engourdissait peu à peu ses gestes, sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Elle força trop.
Elle resta trop longtemps, absorbée par le point de soudure, refusant de s'arrêter à mi-membrure. Sur le pont, où il avait ses habitudes de veille, Cap commença à s'agiter vers 2 heures du matin. D'abord un gémissement, puis un aboiement isolé, puis un aboiement continu, sans pause, différent dans son timbre de tout ce qu'il avait donné jusque-là. Un son plus grave, plus insistant, presque paniqué. Il courut jusqu'à la maison de Yann, à une centaine de mètres sur le quai, gratta à sa porte avec une énergie inhabituelle, revint en courant vers le bateau, aboya de nouveau vers l'écoutille restée ouverte, puis repartit vers la maison de Yann, comme s'il tissait un fil invisible entre les deux points, forçant un homme endormi à comprendre ce qu'aucun mot n'aurait pu transmettre plus vite. Yann comprit. Il descendit en pyjama sous son ciré jeté à la hâte, une lampe torche à la main, pieds nus dans ses bottes, et trouva Solène recroquevillée au fond de la cale, à moitié inconsciente, la combinaison remplie d'une eau glacée qui avait fini par s'infiltrer par une déchirure au niveau du poignet. Il ne perdit pas une seconde à s'interroger. Il la remonta seul, avec une force que son âge ne laissait pas deviner, la traîna jusqu'à chez lui sur le quai désert, la déshabilla de sa combinaison trempée devant le poêle qu'il alluma en urgence, l'enveloppa dans toutes les couvertures qu'il put trouver, et appela le médecin de garde de Port-Créan sans perdre une minute de plus. Le médecin de garde, arrivé un peu avant l'aube, avait été formel. Encore 1 heure de plus dans cette eau et l'issue aurait pu être bien différente. Il avait insisté en repartant sur l'imprudence de travailler seul dans de telles conditions, sans que Solène, à moitié consciente, n'ait eu la force de discuter. Yann, resté debout toute la nuit près du poêle qu'il alimentait sans relâche, n'avait pas fermé l'œil, se contentant de vérifier sa respiration à intervalles réguliers, comme il l'avait fait autrefois pour des matelots plus jeunes que lui, tombés à l'eau lors de manœuvres qui avaient un mal tourné. Elle passa 48 heures en convalescence dans la petite maison de Yann, entre sommeil profond et fièvre légère. Cap couché en permanence au pied du lit qu'on lui avait improvisé, refusant de bouger même pour manger, jusqu'à ce que Yann, désespéré de le voir dépérir d'inquiétude, finisse par lui apporter sa gamelle directement dans la chambre. Pendant ce temps, sans qu'elle en sache rien, Fontaine obtint de Laborde une accélération soudaine de la procédure administrative. Le délai de 60 jours accordé pour les réparations fut réduit à 30, au motif officiel d'un risque accru pour la navigation dans le chenal. Un prétexte que personne sur le port ne trouva très convaincant, mais que personne n'osa contester ouvertement non plus. La lettre recommandée arriva 2 jours plus tard, glissée sous la porte de Yann par un facteur qui ne savait rien de ce qu'il livrait, ni à qui, ni pourquoi. Solène l'apprit à son réveil, assise dans le lit de la chambre d'amis. Une tasse de tisane refroidie sur la table de chevet. Cap couché en travers de ses pieds, comme s'il montait toujours la garde. Elle lut la lettre 2 fois, lentement, la reposa sur la couverture sans un geste brusque, et resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur la fenêtre où la pluie dessinait des traînées obliques sur la vitre. Yann attendait sur le pas de la porte, prêt à essuyer une colère qu'il jugeait parfaitement légitime, les épaules déjà un peu rentrées comme s'il s'excusait par avance de ce qu'il n'avait pas su empêcher. Elle se tourna vers lui, et ce ne fut ni un cri ni une larme qui sortit de sa bouche. « Tu peux m'aider à saler les premières sardines ce soir ?» Yann resta un instant interdit, cherchant sur son visage un signe qu'elle plaisantait ou qu'elle délirait encore un peu à cause de la fièvre. Il n'en trouva aucun. Ce ne fut ni de la bravade ni de l'inconscience dans la voix de Solène. C'était une décision, la première depuis longtemps qui ne ressemblait pas à une réaction de survie, mais à un choix posé, tranquille, presque étrangement calme au milieu de tout ce qui s'effondrait autour d'elle. Ils suivirent les carnets de l'écadre à la lettre, sans rien improviser, sans céder à la tentation d'aller plus vite en sautant une étape. L'eau de mer, puisée à l'aube loin du chenal, filtrait à travers plusieurs épaisseurs de toile fine, comme l'écadre l'avait décrit dans son 3e cahier. Le sel de Guérande, dosé au gramme près sur une vieille balance que Yann avait dénichée dans son grenier. Les jarres en grès, achetées à bas prix chez un antiquaire de Morlex qui n'imaginait pas à quoi elles allaient s'en servir, posées à fond de cale, dans l'obscurité fraîche que l'écadre avait décrite comme essentielle à une bonne maturation. 40 jours d'attente, presque jour pour jour, à surveiller la température, à soulever discrètement les couvercles pour vérifier l'odeur, sans jamais brusquer le processus. Quand la première fournée fut prête, Solène remplit un bocal, l'enveloppa dans un torchon,
et prit la route de Brest pour l'apporter au restaurant Labert, un établissement réputé de la ville où elle n'avait jamais mis les pieds en tant que cliente, faute de moyens. Elle attendit près d'une heure dans l'entrée avant qu'on accepte de la faire passer en cuisine, entre deux services. Le chef, un homme d'une cinquantaine d'années aux avant-bras couverts de brûlures anciennes, goûta debout, une fourchette piquée directement dans le bocal, devant elle sans cérémonie. Il mâcha lentement, les yeux mi-clos, puis reposa sa fourchette sur le plan de travail avec une lenteur qui contrastait avec l'agitation de la cuisine autour de lui. « D'où ça vient ?» Elle lui raconta, en quelques phrases mesurées, sans en faire trop, l'histoire du bateau, des cahiers, du capitaine disparu depuis 80 ans. Le chef photographia les bocaux avant même qu'elle ait terminé son récit, les mains encore tremblantes d'enthousiasme contenu, et publia le soir même sur les réseaux sociaux du restaurant, avec une légende qu'elle relut plusieurs fois sur son téléphone, incrédule. Ça fait 60 ans qu'on cherchait ça. En 48 heures, tout s'accéléra à un rythme qui la laissa presque étourdie. 70 commandes de restaurants de toute la région tombèrent sur le répondeur unique du port, saturé dès le deuxième jour. 3 articles parurent dans la presse locale, illustrés de photos du bateau rouillé et de son étrange cargaison de jarres. Un journaliste de France 3 Bretagne débarqua sur le quai un mardi matin, caméra à l'épaule, micro tendu, sans avoir prévenu personne, profitant de l'effet de surprise pour capter des images plus vraies. Cap passa à la télévision sans le vouloir, assis bien droit sur le pont de la Grise, juste derrière Solène qui répondait aux questions avec sa réserve habituelle. Les commentaires, sous la vidéo mise en ligne le soir même sur la page régionale de la chaîne, parlaient presque autant du chien roux au poil ébouriffé que des sardines elles-mêmes. Quel est le chien roux? Il est magnifique ce chien. On veut son nom. Solène dut apprendre, en quelques jours à peine, des compétences qu'aucune de ses 9 années dans l'administration ne lui avait enseignées. Négocier avec des grossistes, calculer une marge, refuser poliment des commandes trop importantes pour une production encore artisanale, quitte à décevoir des clients impatients. Elle refusa systématiquement, malgré les sommes proposées, toute augmentation de cadence qui aurait exigé de raccourcir la maturation des jarres en dessous des 40 jours prescrits par les cadres. Un acheteur parisien, insistant, lui proposa même de racheter la recette pour l'industrialiser ailleurs, sous un autre nom. Elle raccrocha sans même prendre le temps de discuter le prix. Yann, de son côté, se découvrit un talent inattendu pour la gestion des stocks, tenant un cahier de commandes avec une rigueur qui aurait surpris ceux qui ne le connaissaient que comme un pêcheur taiseux, peu causant. Le soir, les deux relisaient ensemble les cahiers de les cadres à la recherche de détails qu'ils auraient pu manquer. Une variante de dosage, une remarque sur la meilleure saison pour la pêche des sardines destinées à la salaison. Chaque découverte les rapprochait un peu plus de l'homme qui avait écrit ces lignes, 80 ans plus tôt, sans jamais imaginer qu'on les lirait un jour avec une telle attention. Fontaine vit le reportage depuis son bureau du centre-ville de Brest, une pièce vitrée d'où l'on apercevait la rade au loin. Il regarda la vidéo jusqu'au bout, sans qu'un muscle de son visage ne bouge, puis reposa son téléphone sur la table avec un calme qui n'annonçait rien de bon pour ceux qui le connaissaient un peu. Le soir même, il convoqua les patrons pêcheurs de Port-Créant dans l'arrière-salle du Café du Port. Une réunion improvisée, tenue à voix basse derrière une porte fermée. Il leur interdit, pour des raisons contractuelles qu'il ne prit pas la peine de détailler devant eux, de vendre leurs poissons à Solène, invoquant des clauses d'exclusivité liées aux emprunts que la coopérative maritime leur avait accordés au fil des années difficiles. 3 pêcheurs sur 5 cessèrent de livrer Solène du jour au lendemain, sans explication donnée en face. Seulement des regards détournés sur le quai et des excuses marmonnées sur des filets à réparer d'urgence. Ils devaient tous, d'une manière ou d'une autre, de l'argent à la coopérative maritime pour le renouvellement de leur matériel, ou l'entretien de leur coque, et la coopérative dépendait, par des chemins financiers que personne ne détaillait à voix haute, mais que tout le monde devinait, des intérêts croisés de Fontaine dans la région. Yann continua de livrer, seul, sans se soucier de ce que cela pouvait lui coûter à long terme, invoquant tout haut, à qui voulait l'entendre au café, qu'il était trop vieux pour qu'on lui fasse encore peur. Un second pêcheur, plus jeune, du nom de Erwan, le rejoignit en secret quelques jours plus tard, apportant ses caisses à la nuit tombée pour éviter d'être vu depuis les fenêtres éclairées du café, où les habitués passèrent leur soirée à observer le quai sans en avoir l'air. Une réunion fut organisée au bistrot du port, à l'initiative de Fontaine lui-même,
qui souhaitaient, disait l'affichette placardée à l'entrée, présenter aux habitants l'avenir de leur port. La salle était pleine dès 19 heures, les chaises manquantes remplacées par des tabourets empruntés au comptoir. Fontaine y présenta son projet de marina avec la même aisance qu'au bord du quai. Un mois plus tôt, citant des chiffres d'emplois créés, des retombées touristiques estimées, un avenir qu'il décrivait avec l'assurance d'un homme qui avait déjà prononcé ces mots ailleurs, dans d'autres salles, pour d'autres ports voués au même sort. La moitié de l'assistance applaudit à la fin de son intervention. L'autre moitié resta silencieuse, les bras croisés, les yeux baissés vers les tables en formica. Solène prit la parole sans y avoir été invitée, se levant de sa chaise au fond de la salle sous les regards qui se tournèrent tous vers elle en même temps. Elle posa les carnets de l'écadre sur le comptoir du bar, ouvrit le dernier cahier à la page qu'elle connaissait déjà par cœur et lut à voix haute le dernier paragraphe, sans trembler, sans forcer l'émotion dans sa voix, laissant les mots de l'écadre porter seuls ce qu'ils avaient à porter. Un silence tomba sur la salle, différent du premier silence poli qui avait suivi le discours de Fontaine, plus dense, plus habité. Une vieille femme, assise près de la fenêtre, se leva à moitié de sa chaise, la voix tremblante mais audible dans tout le bistrot. C'était le bateau de mon oncle. Elle ne dit rien de plus, se rassit lentement, mais la phrase resta suspendue dans l'air, entre les tables, longtemps après qu'elle se fût tue, comme si elle avait ouvert une porte que personne n'osait encore franchir tout à fait. Fontaine, resté debout près du bar, son verre d'eau intact devant lui, regarda la scène sans que son sourire ne vacille, mais quelque chose dans la tenue de ses épaules avait changé, imperceptiblement, pour qui savait observer. À la sortie du bistrot, alors que la salle se vidait dans le froid de la nuit, un des 3 pêcheurs qui avaient cessé de livrer Solène s'approcha d'elle sur le trottoir, mal à l'aise, les mains enfoncées dans les poches de son ciré. « On n'a rien contre vous, dit-il, la voix basse. C'est juste que la coopérative, elle tient nos prêts. On n'a pas le choix, nous. » « Je sais, répondit Solène sans amertume dans la voix. Je ne vous en veux pas. L'homme hocha la tête, soulagé sans doute d'entendre ces mots, et s'éloigna dans la nuit sans en dire davantage. Ce court échange, presque anodin, resta pourtant dans l'esprit de Solène comme la preuve que la division du village n'était pas aussi nette qu'elle en avait l'air depuis le pont de la Grise. Sous la peur et les prêts à rembourser, quelque chose comme une solidarité continuait d'exister, empêchée plutôt qu'éteinte. Le lendemain matin, une convocation officielle attendait Solène, glissée sous la porte de la Grise pendant la nuit. Audition devant le conseil du port, dans 5 jours, motif, réexamen du statut de l'embarcation et des activités commerciales s'y rattachant. Isabelle Tréguer arriva sur le quai 3 jours plus tard, une conservatrice du musée maritime de Brest qui avait lu les articles de presse régionale et n'avait pas attendu d'invitation officielle pour venir voir par elle-même de quoi il retournait. 48 ans, précise, énergique, elle descendit de sa voiture avec une mallette contenant des gants de coton et une loupe, comme si elle s'attendait déjà à devoir authentifier quelque chose d'important. Elle examina les carnets de l'écadre pendant près de 2 heures, assise dans le carré de la Grise, tournant chaque page avec une lenteur méticuleuse, s'arrêtant parfois sur un détail d'écriture ou une date, sans un mot pendant de longues minutes. Elle finit par lever les yeux vers Solène avec une certitude qui ne laissait place à aucun doute dans sa voix. « C'est exceptionnel. Historiquement, c'est exceptionnel. » Un témoignage vivant sur l'économie maritime en temps de guerre, une méthode artisanale intacte, documentée de bout en bout par son propre inventeur. « Je n'ai jamais vu ça. » Elle expliqua plus tard dans la soirée, autour d'un verre de vin partagé sur le pont malgré le froid, ce qui l'avait poussé vers ce métier. Son propre grand-père avait été patron pêcheur à Camaret, et elle avait grandi avec l'idée que la mémoire du travail maritime disparaissait plus vite que n'importe quel autre, faute d'archives, faute de gens pour prendre le temps d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. La plupart du temps, dit-elle, on arrive 10 ans trop tard. Les carnets sont déjà partis à la déchetterie, les vieux ne sont plus là pour raconter. Vous êtes arrivé à temps. C'est rare. Solène ne sut que répondre à ce compliment, inhabituée qu'elle était à ce genre de reconnaissance. Elle se contenta de resservir un peu de vin et les 2 femmes restèrent longtemps silencieuses, à regarder les lumières du port se refléter sur l'eau noire du bassin. Elles passèrent ces 3 jours suivants à préparer,
ensemble, autour de la table du carré couverte de dossiers et de tasses de café froid, le mémoire destiné au conseil du port. La valeur patrimoniale du bateau lui-même, classé parmi les derniers témoins de la flotte phare bretonne encore existant, la méthode Lécadre présentée comme un élément de patrimoine gastronomique immatériel à préserver, et un dossier de demande d'appellation d'origine protégée déjà amorcé, quelques mois plus tôt, par une fédération bretonne de produits de la mer qui cherchait justement une histoire d'une telle authenticité pour appuyer sa démarche. La séance du conseil se tint dans une salle trop chauffée de la mairie annexe du port, les néons bourdonnant légèrement au-dessus des têtes. Fontaine présenta son projet avec le même aplomb qu'au bistrot. Des plans en couleur déroulés sur un chevalet, appuyés cette fois publiquement par René Laborde, qui prit la parole en sa faveur avec la voix mal assurée d'un homme qui n'avait plus vraiment le choix de son camp. La tension dans la salle monta d'un cran net quand vint enfin le tour de Solène de s'exprimer, après plus d'une heure de présentation chiffrée et de questions techniques posées par les élus. Elle n'eut pas le temps de terminer sa première phrase. Laborde tenta de l'interrompre presque aussitôt, invoquant une question de procédure sur la recevabilité de son intervention en tant que particulière. Au même instant, dehors, sur la petite place devant la mairie, Cap, attaché près de l'entrée à un anneau prévu pour les vélos, se mit à aboyer sans discontinuer. Un aboiement clair, puissant, qui traversa sans peine les fenêtres à demi ouvertes de la salle, comme s'il avait senti, à travers les murs, le moment exact où intervenir pour elle. Des rires traversèrent la salle, d'abord contenus puis plus francs, détendant d'un coup l'atmosphère électrique qui s'était installée. Laborde perdit le fil de son objection, rougit, et renonça finalement à insister. Solène put terminer son intervention jusqu'au bout, posée, précise, appuyée sur les documents qu'Isabelle et elle avaient préparés, sans qu'on ose l'interrompre une seconde fois. Le vote tomba quelques minutes plus tard, après une courte suspension de séance. 4 voix contre 3. La démolition de la grise était officiellement suspendue. Le dossier de demande d'appellation d'origine protégée fut transmis dans la foulée, avec le soutien formel du Conseil, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à Paris. L'automne céda sa place à l'hiver sans que Solène s'en aperçoive vraiment, absorbée qu'elle était par le rythme nouveau qui s'était installé sur la grise. Les commentaires ne cessèrent pas après le vote du Conseil. Elles continuèrent au contraire à affluer, portées par le bouche à oreille et par les articles qui, l'un après l'autre, revenaient sur l'histoire du bateau phare et de ses sardines retrouvées. Il fallut agrandir la production, ajouter des jarres, revoir l'organisation de la cale sans jamais trahir la méthode que Lécadre avait couchée dans ses cahiers. Solène refusa systématiquement les propositions de sous-traitance qu'on lui fit, préférant la lenteur du geste vrai à la rapidité d'un procédé industriel qui aurait trahi l'esprit même de ce qu'elle défendait. Le froid de décembre s'installa pour de bon, transformant chaque matinée en une lutte silencieuse contre le gel qui figeait les cordages et rendait le pont glissant sous les bottes. Solène apprit à connaître ce nouvel hiver comme elle avait appris autrefois à lire les rapports de mer avant chaque mission. Avec méthode, sans jamais laisser la fatigue prendre le dessus sur la vigilance. Les jarres, elles, semblaient indifférentes aux saisons, mûrissant patiemment dans l'obscurité fraîche de la cale, insensibles au gel qui régnait au-dessus d'elles. Erwan, le jeune pêcheur qui avait bravé les consignes de Fontaine pour continuer à livrer discrètement, finit par sortir de l'ombre lorsque 2 des 3 pêcheurs qui avaient encore cessé leur livraison revinrent frapper à la coque de la grise. Un matin de novembre, mal à l'aise, s'excusant à mi-mot d'avoir cédé à la pression de la coopérative. Solène ne leur fit pas de reproche. Elle rouvrit simplement le carnet de commandes et inscrivit leurs noms, comme si rien n'avait jamais été rompu. Yann, qui observait la scène depuis le quai, se contenta d'un hochement de tête, satisfait sans avoir besoin de le dire. Isabelle Tréguer revint régulièrement de Brest, d'abord pour le dossier d'appellation, puis simplement par attachement à ce qu'elle avait découvert. Elle apporta un jour un exemplaire ancien d'un registre du port datant de la guerre, retrouvé dans les archives du musée, où figurait le nom de Lécadre à plusieurs reprises, associé à des livraisons de sardines destinées, discrètement, à nourrir des familles du port privé de tout par les restrictions. Ce n'était pas seulement un inventeur méticuleux que les carnets révélaient peu à peu, mais un homme qui avait choisi de nourrir plutôt que de profiter, dans les années les plus dures, sans que personne, avant Solène, n'en sache jamais rien. Il n'a jamais rien vendu à l'extérieur du port pendant la guerre, expliqua Isabelle un soir, penchée sur le registre à la lumière d'une lampe. Tout partait aux familles.
il notait chaque don comme il notait chaque recette. Un comptable de la générosité en quelque sorte. Solène repensa longtemps à cette phrase, cette nuit-là, en refermant le 6e cahier qu'elle connaissait maintenant presque par cœur. Faire vivre, pas collectionner. Elle comprenait mieux à présent ce que les cadres avaient voulu dire dans sa dernière ligne, tracée d'une main tremblante avant qu'on ne lui retire son bateau. Un dimanche de décembre, alors que le froid s'était durci sur le port et que la lumière ne durait plus que quelques heures avant de céder à un crépuscule gris et bas, son téléphone sonna. C'était son père. Elle faillit ne pas décrocher, puis le fit, par une curiosité qu'elle ne s'expliqua pas tout à fait. Il ne parla pas longtemps. Il avait vu, dit-il, un article dans le journal régional que quelqu'un lui avait fait suivre, avec une photo du bateau et une autre d'elle, debout sur le pont, les mains dans les poches, Cap à ses pieds. Il resta silencieux un moment, puis dit, d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas, plus basse que d'habitude. « T'as bien fait de ne pas fermer les yeux, finalement. » Elle ne répondit rien tout de suite, la gorge trop serrée pour trouver les mots justes. Ce fut lui qui raccrocha le premier, gêné sans doute par ce qu'il venait de laisser échapper. Mais quelque chose, entre eux, venait de se déplacer d'un cran, sans grande cérémonie, comme il convenait à des gens qui n'avaient jamais su faire de grandes phrases. Fontaine, de son côté, ne renonça pas tout de suite. Il tenta encore, à 2 reprises durant l'hiver, d'approcher des élus du conseil municipal pour faire réexaminer le dossier de la marina, arguant que la suspension du projet de démolition ne concernait que le bateau, pas l'aménagement global de la rive nord. Mais la couverture médiatique qui entourait désormais la Grise rendait toute manœuvre plus délicate, plus visible, et les soutiens qu'il avait patiemment tissés au fil des mois commençaient, l'un après l'autre, à se dérober discrètement, peu désireux de s'associer publiquement à un projet devenu impopulaire. Un soir de février, alors que la neige rare de Bretagne saupoudrait les toits du port sans jamais tenir plus d'une journée, Solène reçut la visite inattendue de son ancienne collègue des affaires maritimes, une femme prudente nommée Anaïs qu'elle n'avait pas revue depuis son licenciement. Anaïs lui apprit, sur le pas de la passerelle, sans oser monter à bord, que le commandant visé par son rapport avait finalement été muté, discrètement après une nouvelle enquête interne déclenchée par un autre signalement, anonyme cette fois. Aucune réhabilitation officielle ne suivit pour Solène, aucune lettre d'excuse de l'administration. Seulement cette information, livrée à voix basse sur un quai enneigé, comme une dette partiellement remboursée. « Je voulais que tu le saches, » dit Anaïs avant de repartir. « Tu n'avais pas tort. » Solène la regarda s'éloigner dans le froid, sans ressentir la satisfaction qu'elle aurait pu imaginer des années plus tôt. Ce qui comptait, désormais, tenait davantage dans les jarres de grès alignés au fond de sa cale que dans la vérité tardive d'une administration qui avait mis des mois à se rendre à l'évidence. Cap, lui, était devenu une figure familière du quai. Les enfants du village venaient parfois le caresser en sortant de l'école. Les touristes de passage le photographiaient, sans toujours savoir pourquoi ce chien roux, en particulier, méritait tant d'attention. Il continuait chaque nuit à dormir contre la jambe de Solène, indifférent à sa nouvelle notoriété, fidèle à la seule chose qui avait toujours compté pour lui. 6 mois plus tard, les sardines de la Grise obtinrent officiellement le label rouge, une distinction que peu de produits artisanaux aussi jeunes parvenaient à décrocher aussi vite. Tandis que le dossier d'appellation d'origine protégée poursuivait son instruction à Paris, avec un avis préliminaire favorable qui laissait présager une issue positive dans les mois à venir. La première livraison à l'échelle nationale partit un matin d'avril, sous un ciel enfin dégagé, dans des caisses tamponnées au nom du bateau et frappées d'un petit dessin représentant sa silhouette de bateau-phare, dessiné par une graphiste bénévole du village qui avait tenu à offrir son travail. Solène regarda le camion s'éloigner sur la route côtière, Cap assis à côté d'elle, la truffe levée vers l'air salé, et ressentit quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis des années, à une fierté sans arrière-goût amer. La Grise elle-même fut classée bateau remarquable du patrimoine maritime breton, une reconnaissance officielle qui changea concrètement la donne financière du projet. Les réparations, jusque-là financées à la sueur et aux nuits blanches de Solène, furent désormais cofinancées par la région, dans le cadre d'un programme de sauvegarde du patrimoine flottant, et les membrures que l'expert avait un jour condamnées furent remplacées dans les règles, par des professionnels qualifiés, en plein jour, sous les yeux d'une Solène qui pouvait enfin regarder les travaux sans calculer chaque euro dépensé. Fontaine abandonna son projet de marina au printemps,
faute de majorité suffisante au conseil municipal, qui avait fini par pencher, réunion après réunion, du côté d'un développement plus mesuré du port, respectueux de ses activités traditionnelles. Il repartit vers d'autres côtes, d'autres ports à racheter, sans un regard pour le quai qu'il avait tenté de s'approprier pendant près de 2 ans. Sa voiture noire quitta Port-Créan un matin de mai, et personne, sur le quai, ne prit la peine de la regarder s'éloigner. René Laborde lui resta. Il vint un soir de juin, seul, s'excuser discrètement auprès de Solène sur le pont de la Grise, dans la lumière basse et dorée du crépuscule qui n'en finissait plus de s'étirer à cette saison. Il ne trouva pas de grandes phrases pour le faire, bredouillant quelque chose sur la pression qu'il avait subie, sur les décisions qu'on regrette parfois trop tard. Elle ne lui en demanda pas davantage. Elle descendit dans la cale, remonta avec un bocal de sardines fraîchement scellées, et le lui tendit sans un mot. Il le prit à 2 mains, comme on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas tout à fait, et resta un moment silencieux avant de repartir sur le quai, le bocal serré contre lui. Yann continuait de sortir son bateau 2 fois par semaine, par habitude autant que par nécessité. Mais il passait désormais le plus clair de son temps sur la Grise, à réparer des filets sur le pont ou à surveiller la maturation des jarres, avec un œil aussi attentif que celui de Solène. Il ne parlait toujours pas beaucoup. Il n'en avait jamais eu besoin avec elle. Ce soir-là, un soir de juin sans vent, Solène resta seule un moment sur le pont de la Grise, au coucher du soleil, appuyée contre le bastingage qu'elle avait elle-même reponcé et repeint, l'année précédente, dans le froid des nuits d'hiver. Cap s'était couché contre sa jambe comme il le faisait chaque soir depuis le tout premier jour à bord. La tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos vers l'horizon orangé. Sur le quai, un peu plus loin, Yann réparait un filet, les gestes lents et sûrs d'un homme qui avait tout son temps devant lui, et qui n'était visiblement pas pressé de rentrer chez lui tant que la lumière durait encore. Elle pensa au dernier paragraphe du dernier cahier de les cadres, aux 6 cahiers eux-mêmes qu'Isabelle avait proposé d'exposer, en partie au musée maritime, avant qu'elle ne refuse doucement, préférant les garder à bord, là où ils avaient toujours été chez eux. Elle pensa à son père, à cette phrase qu'il avait laissée échapper au téléphone, et qu'elle n'avait toujours pas su lui rendre, mais qu'elle porterait désormais, elle le savait, jusqu'au prochain dîner de famille. Elle repensa un instant à la salle des ventes où tout avait commencé, aux rires étouffés des armateurs quand elle avait levé la main pour la première fois, à ce commissaire-priseur fatigué qui n'avait pas imaginé, en abattant son marteau, ce que ce coup allait déclencher. Elle repensa au carton de 30 centimètres de côté dans lequel avait tenu, un matin d'août, 9 années de sa vie professionnelle. Elle repensa à son père, à sa phrase brutale sur la table du dîner, et à cette autre phrase, plus tard, murmurée au téléphone, qui avait commencé à recoudre ce que la première avait déchiré. Cap releva la tête. Soudain, les oreilles dressées vers le large, comme s'il guettait quelque chose que Solène ne percevait pas encore. Elle posa la main sur son dos, et il se détendit aussitôt, rassuré par ce simple contact, avant de reposer la tête sur ses pattes. Rien cette fois ne menaçait. Rien n'exigeait qu'il monte la garde. Il y avait seulement le port qui s'endormait doucement, le clapot léger de l'eau contre la coque, et Yann, plus loin, qui rangeait enfin ses filets pour la nuit, en sifflotant un air que Solène ne connaissait pas, mais qu'elle finirait, avec le temps, par apprendre elle aussi. La mère, un jour, lui avait pris ce qu'elle avait de plus solide. Un métier, une confiance, une certaine idée d'elle-même. Elle venait de lui rendre, sous une toute autre forme, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu tout à fait, même avant. Un endroit où rester, et des gens pour qui rester.